Le magazine littéraire Épilogue est une présentation de la Librairie du Quartier. Merci à ce précieux partenaire et à leur équipe de libraires. Vos prochaines lectures vous attendent au 1120 Avenue Cartier. Et premier invité en personne de cette saison, Philippe Girard, vous l'avez souvent entendu sur les ondes de ces dernières années, notamment avec des bandes dessinées qui ont fait beaucoup jaser. Léonard Cohen, évidemment, qui continue sa belle vie. Il a publié aussi sur Gérard Boulle, sur l'armement. C'est un thème de cette lignée là, de bandes dessinées documentaires d'Antoine de Saint-Exupéry aussi. Et là, Libre d'obéir. C'est une adaptation de l'essai de 2020 de Yoann Chapoutot, Yoann Chapoutot, donc, qui a publié Libre d'obéir. C'est une thèse, en fait, une façon d'interpréter une parallèle entre l'expérience biopolitique, dit-on, économique, impérialiste du Troisième Reich, donc du nazisme, avec... ce qui a suivi la défaite aussi des nazis en 1945, avec un monde qu'on a connu, qu'on a vu émerger aussi, qui est un monde de productivité, de grande croissance, de jouissance matérielle, un monde où on s'en fait pas trop avec ce qu'on appelle le matériel humain, en allemand la Menschenmaterial, donc c'est une méthode de management nazi que l'on doit au juriste et général SS Reinhard Heine. Vite de même, Philippe Girard, bonjour. Bonjour. Résumé comme ça, c'est du lourd. Visiblement, vous l'avez lu. Oui, et elle est, et je le dis d'entrée de jeu, puis ça va colorer probablement notre entretien, c'est une BD qui est jongle avec des concepts parfois abstraits, qui touchent à la politique, à l'histoire, au management. On parle de darwinisme administratif, de libéralisme extrême. Yoann Chapoutot est un intellectuel du nazisme. C'était toute une commande de traduire ça en bande dessinée. Est-ce que c'est la BD la plus difficilement abordable que tu as eu à faire? Mon Dieu, je ne m'attendais pas à cette question-là. Ce n'est pas la bande dessinée la plus difficile à réaliser que j'ai eu à faire parce que... quand je l'ai lu, évidemment, Yoann Chapoutot a réuni, comme n'importe quel chercheur universitaire, à l'intérieur d'un livre ou d'une thèse, toute l'information disponible sur un thème précis, en l'occurrence, le management des nazis. Et voilà. Moi, j'ai lu ça en me disant que, ça allait peut-être être encore une énième bande dessinée sur le nazisme, parce que c'est un sujet qui a donné nombre de bandes dessinées, même de séries dans la bande dessinée. Et, à ma plus grande surprise, j'ai découvert que dans cette thématique qui se veut universelle, moi, le lecteur, je me suis retrouvé avec une expérience personnelle. J'ai reconnu dans ma propre vie, j'ai envie de dire, les effets néfastes de ce qui est raconté dans l'essai. Ouais. Et tous les gens à qui j'en parlais autour de moi avaient exactement la même réflexion. Et ça m'a vraiment jeté par terre. Je me suis dit, c'est fou quand même que je pense que c'est la magie de l'essai de Yoann Chapoutot, c'est d'avoir réussi à toucher personnellement les lecteurs en exprimant quelque chose qui concerne toute l'humanité. Et donc, je me suis dit que juste pour cette raison-là, ça valait la peine d'essayer de faire une bande dessinée. Après, c'est vrai que c'est un livre différent parce que c'est de la bande dessinée documentaire, c'est pas une œuvre de fiction. J'ai introduit des personnages de fiction au début de chaque chapitre pour un peu contextualiser ce qu'il explique. Donc, je n'ai pas l'impression que c'est la bande dessinée la plus difficile que j'ai eu à faire, ni même que c'est la plus dure à lire parmi celles que j'offre aux lecteurs. Mais je pense que c'est une bande dessinée qui... En tout cas, je vais parler, mettons, pour ma propre personne, l'effort intellectuel que j'ai eu à fournir pour illustrer des concepts abstraits, là, comme l'élasticité au travail, la flexibilité, ça a ouvert des portes dans mon esprit, ça. Et c'est des portes que j'ai pas envie de refermer. Ouais. C'est des portes qui vont probablement donner des fruits dans les livres que je vais faire dans l'avenir. Et ça, je suis très content de l'avoir fait. Après, j'ai vraiment l'impression que c'est un livre quand même digeste. Ouais. Dans le sens où... s'il y a bien un endroit où on est tous susceptibles d'être malheureux, c'est bien au travail. Et quand on comprend que le management des nazis s'est rendu jusqu'à nous, que dans la plupart des grandes entreprises occidentales, à un moment donné ou l'autre, là, on a mis en application le management qui a été développé par les nazis et que, bien entendu, même un peu de nazisme dans nos vies, c'est trop de nazisme. C'est trop. Donc, ça explique beaucoup de choses. Là. Il me semble que de ce point de vue-là, c'est pas un livre qui est si dur à aborder quand même. Ouais.
Et les échos à la vie contemporaine, à la vie, ce personnage de Florence qui ajoute énormément au récit. Donc, c'est une jeune femme qui travaille dans le milieu des techs, où ironiquement, on associe le nazisme à l'autoritarisme. Or, ironiquement, les concepts dont tu parles, d'élasticité, de responsabilisation de l'employé, de presque une... Il n'y a presque plus de hiérarchie, mais alors qu'on revient à un autoritarisme à travers ça... C'est une hiérarchie très, très verticale. En fait, c'est la verticalité du pouvoir nazi, en fait. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que, d'une part, quand les nazis ont pris le pouvoir en Allemagne, rapidement, ils ont conquis des pays autour. Ouais, on le sait, là, c'est ça. Il y avait une gestion de croissance. Donc, c'est ça. Le territoire s'agrandissait et les hommes étaient partis se battre. Ouais. Donc, il y avait moins de gens pour gérer un territoire qui grandissait et moins de ressources aussi. Exact. Et donc, il fallait convaincre les gens qui étaient en place de travailler plus fort pour le même salaire. Mm-hmm. Et si vous travaillez en entreprise, c'est probablement un discours que vous avez déjà entendu. Donc, Hitler a mandaté des intellectuels, en l'occurrence, moi je parle de Reinhard Heine dans ce livre-là, c'est vraiment lui qui est au centre de cette réflexion-là. C'est un juriste très érudit qui a beaucoup écrit et qui est devenu général nazi, il faut bien comprendre. Il faut le dire, ça vole pas le punch du livre, qui a même un de ceux qui s'est plutôt bien sorti après coup pendant plusieurs décennies. Là. Et la méthode de management qu'il a développée pour les nazis, elle a survécu au régime nazi. Oui, exact. Après 1945, il y a un paquet de nazis qui ont fui, on le sait, là, en Amérique latine, etc. Il y en a qui ont été condamnés à Nuremberg. Lui, il est resté en Allemagne, il a gardé le profil bas et il a attendu que ça passe. À un moment donné, il y a eu une amnistie et il est réapparu dans la société comme un travailleur et il a continué à faire ce qu'il avait fait à l'époque où il était un général nazi, c'est-à-dire former des gens avec la méthode qu'il avait développée pour les nazis. Et quand je dis qu'il a formé des gens, il a formé 600 000 cadres de toutes les entreprises, de tous les quatre coins du monde, en personne, plus 100 000 à distance. Son école de management, qui a ouvert dans les années 50, elle a fermé en 2021 à cause de la COVID. Ça fait pas longtemps, là. Et il va bénéficier d'un contexte dont c'est question, même dès la préface, de ces 30 glorieuses, cette période de croissance effrénée. Et on le sait à quel point les industries allemandes, elles sont d'un degré de performance en génie, par exemple, en ingénierie, en aéronautique, peu importe, dans le milieu automobile. Mais c'est pas juste l'Allemagne, c'est ça qu'il faut comprendre. Là. Exact. Il y a des cadres d'entreprises nord-américaines, même canadiennes, qui sont allés là-bas. Là. Mon père avait étudié, à un moment donné, il a fait un certificat en gestion des ressources humaines ici à Québec, là, après sa carrière, parce qu'il voulait changer de travail. C'était une formation qui était offerte, je pense, par l'Université du Québec à Rimouski. Et on lui disait que la formation, que la théorie qu'on allait enseigner, c'était celle qui avait été développée par un nazi. Wow! Donc, si votre gestionnaire... Et tu connais cette histoire de famille où tu en as parlé à l'occasion du livre? En tout cas, si vous êtes dans une entreprise et qu'à un moment donné, votre patron vous convoque pour votre rencontre annuelle et qui vous dit « Voici les objectifs que vous devez atteindre pour la prochaine année », tu fais comme tu veux pour les atteindre, mais tu dois les atteindre. Ça, c'est la méthode des nazis. Là. C'est ça. C'est des objectifs que vous n'avez pas fixés, que vous êtes obligé de rencontrer par les moyens que vous voudrez, peu importe l'énergie, le temps, le coût humain, etc., que ça implique. D'où cette illusion de liberté. Exactement, c'est ça. C'est l'espèce d'anachronisme. C'est l'antithèse, en fait. Quand on est libre d'obéir, on n'est ni libre, ni... Je veux dire, c'est pas ça, la liberté, là. Mais c'est ça, là. Cette méthode-là, évidemment, il y a d'autres aspects à ça aussi, là, que j'explique dans le livre, mais cette façon de gérer le personnel-là, elle est très insidieuse, elle est très, très, très répandue. C'est pas juste en Allemagne qu'ils l'ont employé. Il y en a plein. Là. Quand on vous dit que vous êtes un associé dans une entreprise, par exemple dans un magasin au détail, mais que vous ne participez pas aux décisions de l'entreprise, vous n'êtes pas vraiment un associé. Là. Ça aussi, ça vient de cette méthode-là développée par les nazis. Quand on installe des tables de ping-pong, des tables de billard, qu'on vous invite à manger hot dog la fin de semaine, dans des épluchettes de blé d'Inde, dans l'entreprise, etc., tout ça, ce sont des méthodes développées par les nazis. Ironiquement vu comme ils sont donc gentils, ils veulent notre bonheur au travail. C'est ça. Il faut être bien au travail 7 jours par semaine. Quand vous sacrifiez votre vie de famille parce que le travail déborde des heures normales de travail et que tout le monde y va, donc vous vous sentez obligé d'y aller, qu'on vous fait sentir que si vous ne venez pas, vous allez perdre des points dans votre échelle de rendement. Tout ça, c'est la méthode des nazis. Et c'est ce que j'explique dans le livre, en fait. Et comme je vous dis, c'est très, très insidieux parce que c'est une méthode qui a fait beaucoup d'émules et qui a été appliquée dans nombre d'entreprises autour de nous. Là. En fait, je pense que la plupart des gens qui ont travaillé dans une entreprise de taille, on va dire, de moyenne ou grande entreprise, ont été confrontés à ce genre de management-là.
Et ce qui est extrêmement intéressant dans le livre, parce qu'il y a toute cette théorie, évidemment, de M. Hearn, pardon, mais, et ça, c'est notre regard d'aujourd'hui. Je pense que Yohann Chapoutot l'a aussi. On a presque des noms d'entreprises actuelles. Il y a des noms... J'en nomme quelques-uns, ouais. Oui, on en a. Qui, et de façon plus générale, ce qui a mené à cette idée aussi qui a été traduite à travers les théories du management, c'est toute une réflexion. Le lien est assez évident avec les GAFAM, par exemple. C'est ça. Avec de grandes entreprises complètement délocalisées. On a la notion d'efficacité de l'État. On en parle jusqu'ici au Québec. Doge, mettre en charge des gens externes au régime, externes à l'État ou des non-élus, et de remplacer, et on l'a vu, le régime du Troisième Reich a été sous une multiplication d'agences qui n'ont pas véritablement de compte à rendre au sens démocratique du terme, décloisonner et banaliser, réduire à sa plus simple expression le rôle de l'État. Et de l'humain. Et de l'humain. C'est ça. Ça a mis la table à tout ça. Exactement. Quand en fait, c'est un débat qu'on a en ce moment, là, mais quand on se demande comment faire pour remettre l'humain au centre de l'équation du travail, c'est parce que l'humain a été exclu, ou en tout cas, on va dire que son rôle a été minimisé, mais c'est pas pour rien. Ça fait 75 ans. On n'en a pas fini avec le nazisme, en fait. C'est le truc à travers le travail. Puis, bon, évidemment, là, il y a des contextes politiques là, qu'on peut observer ces jours-ci, mais il y a des gens qui pensaient qu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le nazisme était mort, mais sous plein d'aspects, il est encore vivant. Et le management, évidemment, c'est pas toutes les entreprises là, qui appliquent ça, mais dans quand même beaucoup d'entreprises, la gestion des ressources humaines a déshumanisé le travail. Et c'est une des raisons pour lesquelles il y a tant de gens parmi nous qui ont choisi un travail par vocation, ils ont rêvé d'occuper un emploi, ils se sont formés pour acquérir les compétences, et quand ils arrivent au travail, ils sont malheureux, ils ne comprennent pas pourquoi. Mais c'est ça, c'est pour ça, là. Et on parle du burn-out, et aussi, il y a un concept que tu abordes dans le livre qui est très contemporain, mais même à l'époque de la rédaction de l'essai par Yohann Chapoutot, on n'était même pas encore à ce point là-dedans, c'est cette démission silencieuse. Le bore-out, ouais, c'est ça. La démission intérieure. Il y a le bore-out. Ouais, c'est quand vous rentrez au travail sans motivation. Je fais présentéisme. C'est ça, exactement. Puis vous faites même pas le minimum d'efforts nécessaires parce que finalement, tout ce qui vous intéresse, c'est juste d'être là puis de ramasser la paye. Donc, tu as démissionné, mais physiquement, tu es encore à job. C'est ça, exactement. C'est une démission intellectuelle. Ouais. Absolument. Le temps file, c'est extrêmement passionnant. Je parlerai de ce livre-là littéralement toute la journée. On a parlé de plusieurs concepts. J'ai trouvé des clés aussi pour traduire l'essai. Il y a une esthétique extrêmement efficace. Ça a dû être confrontant parce qu'il y a un élément, évidemment, tu t'inspires de mouvements, des affiches qui rappellent des appels à la guerre, par exemple. Évidemment, toute l'esthétique nazie de l'aigle. La propagande, c'est ça. L'écriture très germanique, c'est le cas de le dire. J'ai l'impression que c'est presque des petites affiches. Sur le plan du graphiste en toi, ça a dû être extrêmement stimulant. C'est ça. Quand j'ai lu le livre, j'ai compris que je ne pouvais pas m'en tirer juste par le dessin. Ouais. Il y a trop de concepts abstraits à illustrer, et à illustrer plus d'une fois avec des solutions graphiques qui doivent changer à chaque fois que je les représente. Donc, Hergé, le dessinateur de Tintin, était un graphiste. Puis à un moment donné, je me suis dit, je dois laisser la place au graphiste en moi parce que sinon, ça ne fonctionnera pas. Mais ça paraît, en tout cas. Et donc, il y a 8 chapitres en tout, là, et à chaque chapitre, il y a une couleur qui disparaît aussi. Si bien que quand on arrive au dernier chapitre, on est en noir et blanc. Parce que plus on s'enfonce dans la lecture, plus on se rend compte que tout ça, il y a un nuage sombre là, qui envahit notre esprit. Donc, je voulais que ça soit induit aussi par la mise en page et le graphisme. Et c'est ça, il a fallu inventer des solutions graphiques pour montrer l'élasticité de la pensée, la souplesse de l'esprit, bon, etc. Là. Et ça, c'était une fois, c'est déjà pas mal de trouver une solution, mais 2, 3, 4 fois, ça devenait compliqué. Là. Et, mais bon, encore une fois, je peux pas dire que je me suis arraché le cœur à faire ça parce que c'est dans l'essai de Yohann Chapoutot, il y a vraiment quelque chose de magique, il y a quelque chose qui dépasse l'entendement. Chaque personne qui le lit me dit, mon Dieu, ça me ramène à ma propre expérience. Alors que c'est un essai universitaire, souvent ce genre de livre-là est très assommant, ce qui n'est pas le cas là, d'ailleurs de son essai. Et je me disais, mon Dieu, d'être associé à quelque chose d'aussi mystérieux et en même temps d'aussi universel, d'aussi personnel pour chaque lecteur, chaque lectrice, c'était tellement un grand privilège que je m'étais dit, je peux pas ne pas essayer, je peux pas ne pas le faire. Ouais. Il y a quelque chose de... un livre, c'est comme un enfant, sa vie, ça part, à un moment donné, ça sort de la maison, puis là, on ne contrôle plus. J'avais déjà ce sentiment-là en le faisant.
que c'était quelque chose de particulier et de plus grand que moi, en fait. Ce livre-là est quelque chose d'intriguant, même pour moi, en fait. Puis on le voit par la réception jusqu'à maintenant en France, qui a eu beaucoup de couverture. Tu m'évoquais même une deuxième, déjà une réimpression. En fait, il était déjà en réimpression avant de sortir. Ouais. Avant de sortir, donc c'est chez Casterman. Tu veux dire que ça résonne beaucoup aussi. Et on me parle dans l'oreillette en ce moment, et oui, je crois que je vais en faire un deuxième avec Yoann Chapoutot aussi. Oh, ben voilà, ben ça m'amène, en fait, on fait l'entrevue à l'envers. Pardon.